auditionnés dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Revenez. Revenez à droite. Marche. L'armée est obligatoire, mais seuls 2% des voltaïques en âge de porter les armes sont recrutés faute de moyens. Prenez la tête. En Haute-Volta, c'est une chance et un privilège comme ailleurs en Afrique que de devenir soldat. Cela assure du travail et un salaire garanti. La volonté du capitaine Sankara est de vouloir mieux intégrer l'armée au peuple. Nous avons donc nous refaisons notre service national. Au lieu de 18 mois, il sera maintenant de 12 mois. Mais au lieu d'être simple, exclusivement militaire, le métier des armes, 18 mois, et après on en garde certains, les autres sont renvoyés, non. Ce sera un service où il faudra apprendre bien sûr le maniement des armes pendant un certain temps, une période donnée, mais une autre période, à peu près les 3/4 du temps du service, ces 3/4 seront consacrés à la production. Sous l'encadrement militaire, bien sûr. Pourquoi nous faisons cela? D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Et il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes, car nos ennemis sont nombreux, tout le monde n'acclame pas la révolution voltaïque, et tout le monde n'a pas entré l'âge de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend. Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, une aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela. Et même nos galons, nous voulons transformer tout cela pour que l'armée, enfin le militaire se fonde dans son peuple. Mais les militaires voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole, plus tard industrielle, et d'une manière générale à la vie économique. Et déjà, nous enregistrons des succès, des résultats très, très, très positifs dans toutes les casernes, répondant à un mot d'ordre que nous avions lancé il y a un certain nombre, il y a quelques mois. Les militaires se sont mis à construire des poulaillers et procèdent à un élevage des poulets qui est de plus en plus intéressant. Quelle était la consigne pour les soldats? La consigne était un quart de poulet par militaire et par semaine. C'est un minimum. Nous savons que si ce quart de poulet par militaire et par semaine est réalisé, il y a une amélioration de l'alimentation. Il y a aussi un désintéressement de cette couche de salariés réguliers que sont les militaires par rapport au marché du poulet, de la volaille, ce qui va nécessairement baisser le prix de la volaille pour d'autres clients que sont les civils. Et puis, l'effet d'entraînement, c'est que le militaire qui le fait pour lui-même, qui le fait parce que son chef lui a donné l'ordre de le faire, sera tenté de le faire pour lui-même à domicile. Et puis, forcément, cela fera tache d'huile. Bon, du reste, déjà, certains militaires ont estimé que ce mot d'ordre, un quart de poulet par militaire et par semaine, n'est pas suffisant. Et ils font un demi-poulet. Et il y en a même qui prétendent qu'ils feront un poulet par militaire et par semaine. Nous ne demandons que cela, parce que la révolution, c'est aussi vivre dans l'opulence, c'est vivre dans le bonheur, mais le bonheur et l'opulence pour tous, non pas pour quelques-uns. L'opulence, elle, n'est en tout cas pas le lot des populations du nord du pays où règne la sécheresse depuis plusieurs années.
Partout, le même spectacle désolant, celui d'arbres calcinés par le soleil, celui d'une végétation complètement détruite. Ici se trouvait l'un des plus grands lacs de la région. Aujourd'hui, il ne reste que son empreinte dans le sable. Les habitants de la région n'ont plus rien. Les troupeaux sont décimés, le spectre de la faim menace. La Haute-Volta est considérée comme le pays le plus pauvre d'Afrique avec les îles du Cap-Vert. Ses seules ressources, du coton et quelques produits agricoles. Or, pour mieux maîtriser les maigres possibilités, le capitaine Sankara veut remodeler son économie. Nous préférons lancer des petites unités qui sont à mi-chemin entre l'industrie et l'artisanat. Des petites manufactures, si on peut les appeler ainsi, des ateliers, si on peut les appeler ainsi, qui emploient une main-d'œuvre sommairement formée, d'accord, qui emploient aussi, qui se répandent sur l'ensemble du territoire et qui, du fait de leur taille réduite, peuvent s'implanter au plus près des zones de production et peuvent ainsi être facilement entretenus. C'est ce que nous avons qualifié les teuf-teuf. Nous préférons des teuf-teuf à des machines électroniques, hein, si vous voulez. Et pour cela, nous pensons que la Haute-Volta, avec la production qu'elle a sur le plan agricole, dans le domaine des agrumes, dans le domaine des cultures maraîchères, des légumes, dans le domaine aussi de l'élevage, sur ces plans-là, elle offre des possibilités. Des possibilités qui, conjuguées avec le savoir-faire de ceux qui déjà ailleurs se sont lancés dans ce genre d'entreprise, dans ce genre d'activité, conjuguées avec ce savoir-faire-là, permettrait d'installer, de créer ce genre d'unité de manière bénéfique pour notre peuple. Et nous profitons pour dire que la Haute-Volta, qui n'est pas contre l'entreprise privée, à condition bien sûr que cette entreprise-là ne soit en rien contre notre honneur, notre dignité, notre souveraineté à fleur de peau. La Haute-Volta donc ouvre ses portes à ce genre d'activité et nous ne verrions aucun inconvénient à ce que quelqu'un de Suisse ou d'ailleurs vienne s'associer à des voltaïques ou au gouvernement voltaïque ou à des privés voltaïques pour transformer le lait, ou pour transformer la tomate, la mettre en boîte ou en sachet sous forme de purée, etc., etc. La chaîne est infinie. Et cela aussi parce que la qualité de l'alimentation des voltaïques en dépend. Parce que nous estimons qu'il n'y a pas de raison que la tranche de jambon coûte si cher et soit réservée aujourd'hui à une minorité qu'est la bourgeoisie. Si vous allez dans les supermarchés de Ouagadougou, vous verrez dans les charcuteries, dans les rayons de charcuterie, vous verrez du jambon, c'est bien, mais cela coûte un prix d'or. Parce que c'est importé et on ne le fabrique pas ici. Alors que nous avons la matière première, nous avons aussi les bras qu'il faut. L'assaisonnement, bon, d'accord, peut-être nous ne sommes pas des cordons bleus, mais nous saurons mettre à la disposition des cordons bleus expérimentés d'ailleurs, et nos cochons, et nos bras, et notre marché. Ainsi donc, le jambon sera sur toutes les tables, en dehors de celles qui, pour des raisons, pour des tabous religieux, n'en voudront pas. Mais si ce n'est pas le jambon, ça sera autre chose, ça sera le bœuf ou le mouton. C'est possible. Sans avertir, se déplaçant lui aussi à bord d'une petite voiture, le chef de l'État aime jouer les effets de surprise. Récemment, il a même pendant 2 heures organisé un faux coup d'État pour voir comment la population allait réagir. Aujourd'hui, il participe à la journée nationale de don du sang. Il ne faut pas tout enlever. Hein. Non, président. Madame président, non. On va enlever ce qu'il faut. Voilà, c'est symbolique. Vous voyez, lui, il est plus gros que moi. C'est à dégager. On va me 4 litres sur lui, là. Voilà. Camarade, ça va éclater, hein. C'est trop, là. C'est pas plein.
Donneur de sang. Nous allons vous regarder. D'accord, vous remplirez. D'accord. Ça se passe bien là, il y a beaucoup de gens qui viennent. Oui. Souvent on entend dire la banque de sang qui manque de sang, vous êtes en faillite. Alors, c'est quoi? Une banque en faillite. Vous risquez d'aller au-devant de la TPR, vous. Oui. Vous avez détourné ou quoi? Mais c'est-à-dire que si tout le monde consentait. Merci. Bonne journée. Et bon courage. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Bon, allez. Au revoir. Bonne journée. Ne soyez plus en faillite. Hein. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Une décision du capitaine a surpris. C'est celle de fermer les boîtes de nuit, les nightclubs qui se multipliaient dans les deux grandes villes du pays. Certains considèrent que cette mesure était totalement inutile. Je dois vous dire d'abord que j'ai pris ces mesures à mon corps défendant. Moi-même, je suis musicien. Bien. Mais, voilà, nous avons voulu heurter notre petite bourgeoisie de plein fouet. À un moment où, euphoriquement, elle était engagée et considérait que la révolution n'était que faite. C'est-à-dire, nous avons voulu lui montrer que il y a des sacrifices que nous devrons consentir dans la révolution. Des sacrifices sur nos privilèges, nos facilités, nos goûts, etc. Et nous avons choisi les nightclubs. Nous les avons choisis parce que aussi, ces nightclubs, comme vous le savez, sont les repères de la bourgeoisie, le gratin, qui y va pour s'adonner à ses plaisirs et qui réussit justement à éliminer les autres par la discrimination monétaire. La bouteille de Coca-Cola que l'on y vend est à un prix si exorbitant qu'il représente parfois simple le gain mensuel d'un paysan quand ce n'est pas le gain semestriel de certains paysans en Volta. Une seule bouteille de Coca-Cola. Bien. Et puis aussi, ce sont des lieux de dépravation. Il faut se le dire, la bourgeoisie, plus elle s'élève dans ses moyens de domination, l'argent, le capital, plus elle s'adonne à certains plaisirs qui sont des plaisirs antisociaux. En supprimant les nightclubs, nous avons dit, nous ne voulons plus de cela. Nous ne sommes pas contre la musique, nous ne sommes pas contre non plus les réjouissances, parce que la révolution doit être aussi réjouissance et gaieté. Et nous entendons faire de notre révolution une révolution gaie et toujours souriante. Mais nous voulons que les nightclubs se transforment en day clubs, si vous voulez, en tout cas des boîtes de jour. Et nous avons supprimé tout ce qui faisait de ces endroits-là des repères. Ainsi donc, les bals populaires ont pris la place des nightclubs. Les bals populaires, c'est une grande piste de danse, un orchestre, des boissons vendues à un prix vraiment démocratique, 50 francs CFA la bouteille de Coca-Cola, alors que dans un nightclub, elle coûte 1500 francs quand ce n'est pas 2000 francs, c'est-à-dire, voyez-vous, un prix qui volontairement écarte le peuple. Et sur à ces bals populaires, on retrouve l'ouvrier, le paysan, mais le ministre, on retrouve tout le monde. Le patron, on se côtoie. Vous y allez vous-même? J'y vais. J'y vais en tant que musicien, pas en tant que danseur. Alors on s'est organisé. Les orchestres se sont déplacés dans des lieux en plein air qui maintenant ne les emplissent pas jusqu'au couvre-feu qui est fixé à 1h du matin. Ce bal populaire se tient dans un faubourg de Ouagadougou. Son enseigne ne détonne pas dans l'ambiance générale. De nombreux jeunes y viennent danser, en particulier des femmes. Pour la plupart de celles-ci, comme dans beaucoup d'autres pays africains, la vie n'est pas facile. La femme en général occupe une place très importante dans notre révolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du